général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il a dit. En cette année anniversaire de la libération et de la fin de l'occupation allemande du territoire national, Histoire Explore vous propose différentes vidéos thématiques consacrées à la Seconde Guerre mondiale, afin de découvrir ensemble et d'ouvrir le débat. Dans cette vidéo, on va poser la question épineuse d'une France résistante entre mythe et réalité, au travers de films, de sources ou d'un discours politique assez redondant sur la question. Nous allons ouvrir le débat. N'hésitez pas à donner votre avis pour enrichir ce fameux débat. Lors d'une partie de Wolfenstein, où l'on casse du nazi à foison dans un univers dystopique où l'Allemagne nazie, disposant de ressources technologiques mystiques, aurait remporté la Seconde Guerre mondiale et aurait pu étendre sa domination sur la planète. Face à ce tableau apocalyptique, une poignée d'hommes et de femmes se dresse face à l'ogre hitlérien. Ici, la résistance se focalise davantage sur du gros calibre et des explosions d'hémoglobine, et surtout de nazis. Résister prend plusieurs formes, comme démontre le cas de la France durant la Seconde Guerre mondiale, et majoritairement, cette forme de résistance est bien loin, majoritairement, d'un affrontement direct et mortifère contre les forces disproportionnées d'un occupant militaire. Pourtant, dans l'imaginaire populaire, demeure l'image du résistant, arme au poing, ou sabotant des lignes de chemin de fer à coups d'explosifs, uni dans un combat partagé par ses semblables, rejetant l'occupant. On peut dire donc une France résistante en somme. Pourtant, résister est dangereux, et la résistance française sera marquée par un long cortège de martyrs face à la terrible répression allemande. Les chiffres sont éloquents. Sur les 88 000 personnes déportées, hors déportés ratio, à savoir les 74 000 personnes déportées car juives, 2 tiers sur ces 88 000 personnes déportées le seront pour résistance. Sur ce chiffre de 88 000 déportés, 35 000 périrent lors de leur détention dans les camps. Le prix fut lourd à payer pour ceux qui combattaient pour nos libertés. À ce chiffre important, il convient de rajouter les 116 000 personnes fusillées dans des opérations de représailles allemandes appuyées par Vichy. Et pour le seul mois courant du 6 juin au 4 juillet 1944, on relève 7 900 partisans assassinés par les troupes d'occupation, aidés de leurs collaborateurs vichistes. Si on compare ce chiffre important à l'ensemble des personnes mortes durant la Seconde Guerre mondiale, à savoir 567 000 Français morts durant la guerre, donc dû aux répressions allemandes, mais surtout également aux bombardements alliés et aux opérations militaires qui vont bien entendu revenir à partir de 1944 suite au débarquement, l'ensemble de ces morts de la résistance représente grosso modo 6% des victimes. Mais quelle fut l'implication de la population française dans la résistance? L'historien Olivier Wittworka estime que la résistance en France, durant la période, est estimée entre 300 000 et 500 000 personnes, dont 200 000 personnes plus ou moins actives en 1944. De nombreux actes peuvent être considérés de résistants, d'où un chiffre d'engagement fluctuant. On peut aller d'actes beaucoup plus ponctuels, graffiti, soutien oral, à des actes beaucoup plus forts et dont les conséquences sont beaucoup plus mortifères pour les personnes se faisant arrêter par les troupes d'occupation, à savoir les actions armées relevant du sabotage, des affrontements, etc. Bon nombre d'actes de résistance peuvent être relevés. On a par exemple dans l'ouvrage d'Olivier Wittworka plusieurs présentations de ces actes-là, notamment une femme condamnée à la déportation pour avoir tiré la langue face à un officier allemand, d'autres personnes scandant des slogans favorables au Parti communiste ou au général de Gaulle, ou encore dans certaines villes, et notamment une ville du Nord-Ardèche, Annonay, une institutrice qui demande à ses élèves, en soutien aux troupes britanniques et surtout à la population anglaise, de faire 1 minute de silence, la minute des Anglais. Bien entendu, elle se garde d'expliquer à ses élèves de quoi il s'agit. Cependant, ces actes-là sont autant de petits actes de résistance qui démontrent que la résistance, en fait, peut soulever différentes formes de résistance au pluriel. Si les chiffres sont conséquents, ils suivent le contexte et des actions qui se radicalisent surtout à partir de 1944. Bien entendu, les luttes menées sur le terrain après le débarquement du 6 juin 1944, qui créent une certaine faveur pour la résistance, les effectifs des FFI bondirent de 50 000 en janvier 1944 à plus de 500 000 à la Libération. À ce chiffre-là, nous pouvons ajouter également des villes qui se révoltent et qui deviennent des villes libres,
telle que encore cette bonne vieille ville d'Annonay dans le Nord-Ardèche, qui est l'une des premières villes libérées par ses propres résistants, du 6 juin 1944 au 17 juin 1944, où elle sera reprise par les Allemands, avec la menace d'être détruite si les Allemands devaient revenir une deuxième fois, un peu comme le connaîtront malheureusement des villes et des villages martyrs en 1944 en France. En effet, le soulèvement de ces villes, qui deviennent d'éphémères républiques, en juin pour Annonay ou également avec l'insurrection parisienne en août 1944, marquent les esprits, mais ne doivent pas cacher la minorité qui agit durant la guerre, qui mène pour un certain nombre à la mort, mais pour sauver un sacrifice bien plus fort que leur vie à leurs yeux, celui de l'honneur. Et pourtant, ce fut bien un mythe d'une France unie dans la résistance construite dans l'après-guerre. Partagé par le mouvement gaulliste et le Parti communiste, ce mythe-là a la vie dure. Notamment, ces deux mouvements qui vont porter et dominer les mémoires des années sombres, dans une logique également à la fois d'héroïser les résistants et leurs martyrs, mais aussi de reconstruire un pays divisé et préparer une éventuelle conquête du pouvoir. Plusieurs sources démontrent que le soutien à la résistance fluctue selon la période. Pétain dispose d'un capital de sympathie très fort jusqu'en 1944. En effet, en avril 1944, quand le maréchal Pétain vient visiter la ville de Saint-Étienne, il est accueilli par une foule très nombreuse qui l'acclame, alors que 2 mois après, le débarquement américain va complètement bouleverser la donne. D'après Pierre Laborie, les vassitudes du quotidien, se nourrir, se loger, survivre, sont vraiment au cœur des inquiétudes des populations. La peur de la répression et également la peur d'une éventuelle guerre civile domine les esprits, ce qui explique ce chiffre fluctuant d'engagement dans la résistance jusqu'en 1944. En effet, en 1944, grâce à l'étude du contrôle postal qui surveille les différents échanges écrits des Français, seulement 20% des courriers sont favorables au maquis, c'est-à-dire ces zones où se réfugient des résistants ou des personnes voulant rejoindre la résistance, et donc la résistance est bien loin finalement de faire une forme d'unanimité. Ce mythe d'une France entièrement résistante est porté d'après-guerre par des éléments culturels, des récits de résistants, un discours politique et également la présence de films qui vont avoir une grande influence sur cette construction d'une France entièrement résistante. Parmi ces films, on peut penser à La bataille du Rail de 1946 ou encore Paris brûle-t-il en 1966, qui présente une belle unité réduite à une liaison gaulo-communiste pour délivrer finalement la ville lumière, éliminant tous les autres mouvements de résistance non gaullistes et non communistes du combat. D'ailleurs, le réalisateur René Clément, dans Paris brûle-t-il, pour satisfaire les deux grands pôles politiques qui dominent la France des années 60, ne va pas hésiter à écarter des figures clés de la bataille de Paris, en raison notamment d'un contexte dans lequel se déroule le film Paris brûle-t-il. Nous sommes à la sortie de la guerre d'Algérie et les personnes ayant pris favorablement parti pour l'Algérie française seront écartées malgré qu'elles ont contribué à des actes de résistance. On peut penser notamment à Georges Bidault, qui est absent du récit du film en raison de son soutien à la cause de l'Algérie française. Nous sommes au lendemain des accords d'Évian de 1962. Ou encore au communiste Maurice Kriegel-Valrimont, exclu du PCF en 1961, car approuvant la déstalinisation de Khrouchtchev. Ce dernier, pourtant, qui a reçu le 25 août 1944 l'acte de capitulation allemande aux côtés d'Henri Roll-Tanguy, chef des FDP, et du général Leclerc, Maurice Kriegel-Valrimont, qui est pourtant un des rouages clés également de l'application du programme du Conseil national de la résistance, sera purement et simplement effacé du film. On peut aussi penser à l'un des plus grands succès du box-office du cinéma français, sorti la même année que Paris brûle-t-il, La Grande Vadrouille de Gérard Rory avec Louis de Funès et Bourvil. Dans ce film qui suit le parcours de deux Français opposés socialement et qui vont devenir des résistants malgré eux, à la barbe et au casque à pointe des Allemands, vont tenter de rejoindre la zone libre sous autorité française. Zone libre qui le sera jusqu'au 11 novembre 1942, à partir de la date à partir de laquelle les Allemands vont envahir la zone sud pour réagir notamment au débarquement américain en Afrique du Nord et qui met un terme à l'image d'une éventuelle souveraineté française face aux Allemands portée par le maréchal Pétain, même si le régime de Vichy va demeurer jusqu'en 1944. En effet, ce film permet de lisser un récit d'après-guerre sur une période sombre, la politique de la collaboration active de l'État français du maréchal Pétain avec l'Allemagne nazie, depuis les accords de Montoire en octobre 1940 où Pétain serre la main d'Hitler et engage la France sur la voie de la collaboration avec l'Allemagne, économique, politique, notamment dans le domaine répressif,
contre les résistants et autres indésirables, qu'ils soient juifs ou étrangers. Ainsi, 25% des juifs vivant en France seront déportés et seulement 2500 reviendront vivants. On a également la mise en place d'une politique de soutien économique à l'effort de guerre allemand, que cela soit par l'envoi de travailleurs français, via la pratique de la relève en 1940 et en raison de son peu de succès par le STO à partir de 1943, le service du travail obligatoire, conduisant un certain nombre également de Français à commencer à douter du régime de Vichy et de sa volonté d'un double discours, comme l'ont cru de nombreux Français face aux Allemands, et puis également d'une forme de résilience au pillage généralisé de la France, qui fut rapidement un nuage de fumée, étant donné que les Allemands vont pouvoir occuper la France en bénéficiant d'un régime légaliste en place et facilitant ces mêmes pillages. Toutefois, l'édifice du mythe commence à se fracturer durant les années 70. Par les travaux d'historiens démontrant les collusions politiques entre Vichy et l'Allemagne, on peut penser notamment à Henri Michel en France, qui dénonce les collusions entre le régime de Vichy et l'Allemagne, et remettant en cause également l'image d'un Pétain bouclier protégeant les Français face à un De Gaulle qui aurait été le pendant offensif par le glaive et qu'il aurait porté, sous-entendant qu'il y avait une collision entre les deux. Ce discours-là est porté par Robert Aron, notamment dans son ouvrage « Le bouclier et l'épée ». Également, d'autres historiens vont enfoncer le clou du rôle de la France de Vichy dans cette collusion avec l'Allemagne, et on peut penser notamment à Robert Paxton qui, en 1973, dans sa France de Vichy, par un travail méticuleux de sources allemandes, à défaut de pouvoir avoir accès aux sources françaises, va démontrer la politique et la réalité du régime pétainiste. D'autres récits émergent, contrebalançant ce mythe gaulo-communiste via des mouvements de résistance non gaullistes ou communistes. Le cinéma s'interroge aussi. On peut penser au Chagrin et la pitié de Marcel Ophuls, qui en 1971, malgré la censure à la télévision française de son œuvre, dresse la chronique d'une ville, Clermont-Ferrand, qui, durant la guerre, va vivoter entre des formes d'attentisme, de soutien au régime du maréchal Pétain, voire en collaborant avec les Allemands. D'autres films démontrent cette ambivalence française. On peut penser également à Lacombe Lucien, 1974, de Louis Malle, qui narre l'histoire d'un jeune Français débouté par la résistance et qui finira par rejoindre la milice. Mais de nos jours, on peut s'étonner que ce mythe d'une France unie dans un combat de la résistance est porté encore par un discours politique, cherchant à gommer parfois ses aspérités, que furent le régime de Vichy, grosse aspérité soit dit en passant. Mais de nos jours, on peut s'étonner que ce mythe fonctionne encore chez nombre de décideurs politiques, car permettant de souder un récit national et répondre parfois à un contexte politique contemporain, bien loin du contexte de la guerre, ce qui n'aide pas à la compréhension de la période. Ce sujet brûlant, car remettant en cause l'image d'une France unie dans son combat durant la Seconde Guerre mondiale, ne doit pas dissimuler le courage de ceux qui ont osé dire non, certes une poignée d'hommes et de femmes, mais qui ont pu défendre la République et surtout permettre à la France d'être du côté des vainqueurs au lendemain de 1945. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays?